Studio Talk Show. Visual Studio Talk Show. Bienvenue à une nouvelle émission du Visual Studio Talk Show. Le podcast, on discute d'architecture logicielle avec la plateforme Microsoft. Mon nom est Mario Cardinal et à la co-animation, je suis accompagné de Guy Barrette. Bonjour Guy. Hey, bonjour Mario, ça va bien? Oui, ça va super bien. Le printemps s'en vient, on dit toujours, faut pas parler de météo, là, mais demain ou après-demain, là, il annonce 10-12 degrés là, au mois de mars, ça va être génial. Oui, hein, donc là, là, je te fais remarquer que c'est toi qui as parlé de météo, ce n'est pas moi. Oui, je suis coupable. Puis donc, en plus que la météo, en tout cas que le printemps commence à se pointer le bout du nez, on s'en sort pas trop pire avec la COVID, là. On va se croiser les doigts, là. On va savoir dans 2 semaines à peu près si la relâche a été dramatique, c'est-à-dire si on va avoir une 3e vague ou non. Mais en tout cas, il n'y a pas juste le printemps qui est prometteur. Je pense que la vaccination et tout, on s'en va vers des temps meilleurs. J'oserais pas dire qu'on va revenir comme avant, ça sera jamais comme avant, mais Non, on en a pour des années, puis il semble-t-il que ça va être des vaccins là, annuels qu'on va devoir prendre. Là. Mais bon, seul l'avenir va le dire. Écoute, il y a des choses bien pires qui auraient pu nous arriver, donc restons très optimistes. Guy, avant de présenter notre invité, je veux reprendre juste quelques secondes parce que je voudrais faire une petite publicité pour un nouveau podcast francophone qui traite de cybersécurité. C'est la personne qui fait le podcast, elle s'appelle Virginie Arsenault-Jacques. Écoutez, Virginie, je l'ai connue il y a très longtemps parce qu'elle a fait son stage quand elle a fini son premier... elle a maintenant un baccalauréat en cybersécurité, mais à l'époque, elle avait fait un premier diplôme collégial en informatique. Elle était venue faire son stage dans ma compagnie à l'époque. Donc ça rajeunit personne parce qu'on parle... c'est même pas je pense 99 ou 98 dans ces années-là. Et pour X raisons, on a toujours gardé le contact et j'ai appris dernièrement qu'elle lançait ce podcast-là qui s'appelle Incidence. C'est sur la cybersécurité, différents sujets. Donc, on va mettre un lien, nous, dans la page. Je sais que ça pourrait intéresser un balado dédié à la sécurité de l'information. Donc, ça peut peut-être probablement être intéressant pour certains de nos informaticiens qui écoutent notre émission. Absolument, c'est pas banal du tout. Merci de partager ce podcast ou ce balado. On devrait dire balado maintenant plutôt que podcast. C'est le terme francophone qui devrait être utilisé. Ouais. Là, il y a toujours la question, est-ce que c'est un balado ou une balado? Parce que... Aïe. Oh, ça, ce balado-là. Aujourd'hui, notre invité, c'est Dominique Saint-Amand. Bonjour Dominique. Bonjour. Hey, salut. Dominique, toi, t'es un développeur principalement autour de tout ce qui est .net. Donc, exact. T'as commencé quand à faire de l'informatique? J'étais jeune. Écoute, j'étais très jeune. J'ai commencé sur Windows 3.1. Puis j'ai commencé à faire des petites applications, des trucs comme ça. Puis je voulais comprendre, en fait. Puis après ça, j'ai vraiment commencé plus dans le hardware, mais l'informatique a toujours été dans mon sang, comme je dis sur mon blog. Toujours été une passion pour moi. Puis je suis très, très, très content que ma passion puisse maintenant être un travail puis que je puisse faire les deux en même temps. Hey, c'est Guy, il sait pas pour me rajeunir. Là, lui, il me dit, écoute, j'étais jeune, je travaillais sur Windows 3.1. Puis Windows 3.1, moi, j'étais déjà sur le marché du travail depuis un bout de temps. Parce qu'on parle des années 91, 92.
juste avant que Microsoft prenne le grand virage vers l'Internet, fameuse année 1994, où est-ce que Bill Gates a décidé de réaligner la compagnie vers l'Internet, mais à l'époque, 3.1, c'était la première version de Windows qui permettait vraiment d'avoir de la connectivité. Ça compétitionnait un peu mieux les produits comme Novell et tout. Rien pour nous rajeunir. Ça traîne notre âge, mais non. Ouais. Mais aujourd'hui, toi, principalement, tu programmes autour de Microsoft Graph, puis tout ce qui est... Je dirais, je suis très horizontal. Je fais beaucoup. J'ai commencé ma carrière en fait en C# Windows Forms dans .NET 2. Après ça, j'ai monté graduellement les versions. Puis j'ai travaillé, un peu rapidement mon curriculum. Je travaillais dans une entreprise, dans une firme d'investissement. J'ai développé, j'étais un des premiers employés dans l'équipe IT ou de programmation en fait. Puis j'ai développé tous les systèmes qui sont utilisés présentement pour la gestion d'un portefeuille de A à Z. Donc ça veut dire tout ce quand ça peut la finance, on parle du trading, de la gestion de portefeuille, du compliance, du back office, et puis tout ce qui va autour, tout ce qu'on peut dire data processing, tout ce qui est, je dirais, multi-trading avec les trucs sur le networking pour pouvoir communiquer entre applications. Comme je te dis, j'ai fait beaucoup de ça. Puis je faisais au début de ma carrière, avant ça, je dirais avant le .NET, je faisais beaucoup dans le web. J'ai commencé beaucoup avec PHP, puis dans le temps, c'est avec les petits script language. Donc, je faisais beaucoup du web. Donc j'ai migré vers du Windows Form pendant un bout de temps. Après ça, j'ai quand même continué à rester à jour sur les trucs web. Puis après ça, j'ai migré. J'ai commencé à faire beaucoup à rester dans le cloud. Faire beaucoup. Moi, ça m'intéressait beaucoup de faire de l'architecture distribuée. Surtout que ce que je faisais avant, mais il y avait ça aussi. C'est beaucoup distribué comme truc. Donc j'ai continué dans cette voie-là. Je me suis retrouvé dans une compagnie qui développait des systèmes d'assurance en fait, qui vend des systèmes d'assurance à des assureurs. Le projet sur lequel j'étais avant que je change dans la compagnie que je suis présentement, c'était toute une application en microservices distribués pour la gestion des polices d'assurance, pour que les clients puissent venir voir leur police, faire des changements dans leur police, pour que les agents puissent faire des changements, etc. Tout ça en .NET Core, puis avec du React en avant, distribué Azure, grosse architecture. Donc, j'ai toujours fait beaucoup d'Azure aussi. Après ça, à l'interne, il y avait une opportunité pour devenir les aider dans leur transition vers le cloud, donc vers Azure. Ils voulaient aller vers le cloud, donc j'ai pris l'opportunité de pouvoir devenir architecte cloud, donc faire des architectures plus au complet sur le cloud, donc les aider à mettre toutes les applications qu'ils avaient sur Azure, pour que ce soit on peut dire scalable, etc. Et puis, après ça, j'ai une opportunité. Le train a passé, une belle opportunité. Maintenant, je travaille allô Joël, avec Joël Quimper, qui était dans vos... Qu'on salue. Qu'on salue. Qui travaille, lui, beaucoup dans le côté O365, donc SharePoint, Graph, etc. Donc, je me suis dit, c'est une belle opportunité pour moi parce que je pense que j'avais vraiment jamais touché au côté SharePoint. J'avais vraiment touché à cette boîte-là du côté Microsoft. Je voulais un peu l'expérimenter, l'apprivoiser. Donc, je me suis dit, c'est une belle opportunité. Le train il passe. Donc, pour être un peu plus, je dirais, versatile dans ma boîte d'outils, c'est un peu un côté que j'avais jamais exploré. Donc, je me suis dit, pourquoi pas l'explorer? Ça peut toujours me servir à la longue. Donc, présentement, je travaille avec Joël chez Humano. Donc, voilà. La firme s'appelle Humano, hein, je crois. Exactement, c'est ça. C'est humain en italien. Humano. Humano. Moi, et c'était là que tu as écrit un blog post. Peux-tu nous parler un petit peu de la genèse de ce blog post-là qui s'appelle Coaching Sessions
hear what I talk about with junior developers. Oui, moi c'est un peu, c'est parce que chez Humano, bon, c'est sûr, c'est une petite boîte. C'est sûr que, tu sais, oui, il y a des seniors, mais en même temps, tu sais, c'est surtout la relève. Donc, ils engagent beaucoup de des stagiaires et des développeurs juniors. Puis, il y a une des développeuses qui est venue me parler. Elle était vraiment curieuse. Elle avait faim. Je vois qu'elle avait faim de vouloir apprendre. Puis je la voyais un peu perdue, tu sais. Puis tu sais, elle m'a posé des questions. Elle m'a dit, tu sais, avec ton expérience, tu sais, qu'est-ce que tu penses, etc. Puis bon, je lui ai dit un peu mon opinion. Donc c'est ça que, comme je dis, mon blog post c'est mon opinion parce que c'est pas tout le monde nécessairement qui est peut-être d'accord avec ce que j'ai écrit. Mais moi, c'est comment je me sentais puis comment je pensais que ça pouvait être intéressant. Puis après ça, ben il y a un autre stagiaire qui va te donner full time bientôt. Et puis qui lui aussi m'a posé un peu le même genre de questions. Donc là, je me suis posé comme question, est-ce que je devrais potentiellement parler de ça avec d'autres, tu sais, un peu à tout le monde? Parce que je me suis dit, je suis sûr que je suis pas le seul qui doit être dans cette situation-là. Puis j'ai eu du bon feedback en fait de ce blog post-là. Il y a beaucoup de gens à Montréal qui m'ont envoyé des messages pour me remercier du blog post, que c'est vraiment intéressant, puis que ça leur donnait une vision pour eux, leurs développeurs juniors à l'interne, pour un peu les coacher. Puis c'est un peu difficile des fois de leur dire un peu où aller, je veux dire. Donc voilà, où est-ce que ce blog post est survenu. D'ailleurs, c'est ça, t'es même un blogueur, je dirais pas prolifique, mais un bon blogueur. T'as quand même, c'est quelques années là, que tu. Donc, t'as pas juste des 0 et des 1 qui sont injectés dans ton ADN, comme tu dis dans ta petite bio, mais t'as aussi un talent de communicateur. Ben, je veux dire, très honnêtement, j'ai commencé à bloguer parce qu'il y a un de mes amis qu'on connaît tous les deux très bien, qui m'a poussé un peu à me développer, puis que je salue en passant. Puis en fait, pour moi, c'est une opportunité de bloguer, c'était pour m'améliorer dans ma communication, parce que c'est sûr que quand on monte, comme je veux dire, quand on monte dans les échelons dans notre carrière, on va être de plus en plus, surtout c'est pour les gens qui veulent devenir architectes, il faut bien jargoniser les concepts, les trucs. Donc c'est important de quand même bien pouvoir le faire. Puis quelle belle façon de pouvoir écrire puis de pouvoir jargoniser qu'est-ce qu'on fait pour que ce soit bien structuré. Donc ça m'a aidé beaucoup dans mon travail de pouvoir jargoniser qu'est-ce que je fais. Mm-hmm. Puis donc quand ça t'arrive d'avoir à coacher des jeunes développeurs, tu dirais que c'est quoi la chose la plus importante avec laquelle tu vas commencer à aborder finalement la question? Je te dirais que vraiment, moi, la première chose que je leur pose, c'est vraiment à l'intérieur, quel genre de développeur qu'ils veulent être? Qu'est-ce qui les passionne? Qu'est-ce qui fait qu'ils sortent le matin de leur lit? Ils sont comme, yes, je vais même travailler, je vais faire, tu sais, je m'en vais faire, qu'est-ce que je veux faire, en fait, dans l'informatique. Puis ça, après ça, je leur dis, ben, après ça, c'est surtout parce que, comme vous savez, dans l'informatique, il y a beaucoup plus de silos qu'il y en avait dans le temps. On s'entend que là, on parle beaucoup de AI, data, cloud, on parle du web, on parle d'applicatifs, mobile. Quel genre de développeurs ils veulent être? Dans quel silo ils veulent évoluer? Parce que ça va être important pour déterminer la suite des choses, de comment ils vont pouvoir se placer, puis qu'est-ce qu'ils vont pouvoir aller chercher comme information. Puis surtout, je leur dis aussi de savoir au moins, c'est sûr que c'est une question fétiche, mais de leur poser comme truc, où est-ce qu'ils se voient dans 5 ans, dans 10 ans? Est-ce qu'ils veulent plus être développeurs? Est-ce qu'ils veulent plus être dans du management? Est-ce qu'ils veulent rester développeurs seniors? Est-ce qu'ils veulent devenir architectes, lead? C'est quoi leur vision? Où est-ce qu'ils se projettent? Puis ça aussi, ça peut les aider en donnant des petits, comme des tips and tricks pour les guider dans quoi lire, quoi regarder, quel genre d'informations ingérer, parce qu'on s'entend, il y a beaucoup d'informations dans l'informatique, c'est très gros. Donc je dirais c'est ça. Mais ça, c'est assez difficile à déterminer quand tu commences. Quand tu es junior, tu es sur tes premières années de travail. C'est quand même assez difficile à déterminer. Tu trouves pas que ça prend quelques années d'expérience avant de pouvoir avant qu'une personne puisse déterminer vraiment ce qu'elle veut faire dans ce domaine-là?
Ben, c'est sûr qu'en départ, en général, en tout cas, ceux que j'ai discuté souvent dans le passé, ils ont toujours une idée dans qu'est-ce qui les passionne. Parce qu'on s'entend, tu sais, je veux dire, il y en a beaucoup qui me disent, ah ouais, moi j'aime beaucoup les AI. Fait que si t'aimes beaucoup les AI, mais peut-être, regarde, si c'est ça qui te passionne, peut-être regarde plus dans les trucs de AI. Si c'est des trucs, j'aime beaucoup le mobile, ben regarde plus dans le mobile. Si t'aimes des trucs plus comme distribués, comme le web, les applications, mais peut-être regarde plus dans l'architecture distribuée, etc. Mais il y a toujours quelque chose à la base, il y a toujours un point de départ. Il y a toujours, on est tous, je dirais, au départ, on aime toujours quelque chose, c'est sûr, là. C'est sûr que c'est super cool t'as un bon point, Guy, du fait que c'est sûr qu'au départ, c'est aussi de pouvoir toucher à différents secteurs, mais en général, comme je te dirais, il y a toujours des secteurs, il y en a beaucoup qui sortent de l'école, puis ils ont quand même touché à quand même certains trucs, hein, parce qu'à l'école, on quand même... Ouais, je peux quand même comprendre là, que même en commençant, là, je sais pas là, j'aime ça jouer dans le HTML, dans tout ce qui est front-end, ou j'aime ça faire des requêtes SQL là. Pour sortir des données là. BI, ouais, c'est ça. Donc je peux comprendre que même en étant junior, on peut savoir vraiment où est-ce qu'on va, mais c'est surtout l'aspect là gestionnaire. Ouais, mais c'est sûr que les gestionnaires, je dirais, c'est sûr que moi, c'est sûr qui sont plus gestionnaires, c'est tu le sais au départ. Dis-moi, tu sais, coder, je le fais parce que ça paye mes factures, mais je trippe pas. Mm-hmm. OK, donc je dis si tu trippes pas, mais il y a d'autres. Ton expertise en informatique, peut-être ton bac que tu as fait, va quand même te servir. Ton background technique peut quand même te servir à aider une compagnie à faire d'autres choses. Fait qu'il faut pas juste voir que tu as un bac en informatique puis que tu sais coder ou que tu as fait quelque chose que tu vas rester un codeur toute ta vie. Donc, c'est un peu dans cette optique-là, je te dirais. Mm-hmm. OK. Puis je pense que c'est important à un moment donné de faire ses choix. J'ai toujours peur, moi, quand j'entends parler des gens qui disent surtout pour le web, là, moi, je suis un full stack, là. Je sais tout faire. Puis, ça me... Bon, c'est sûr que si tu as beaucoup d'expérience, donc tu devrais peut-être plus, à ce moment-là, dire que tu fais plus d'architecture que te présenter comme un full stack développeur, parce que full stack, souvent, ça veut juste dire je sais un petit peu de tout, mais je comprends rien vraiment comme faut. C'est super en fait, bon. ouais, ça c'est moi le full stack là, ça arrache un petit peu là, ça grince des dents un petit peu. En fait, full stack pour moi là, c'est quelqu'un qui est un ou une généraliste là, qui peut un petit peu toucher un petit peu tout, sans aller profondément dans chacun des points. Un peu comme un architecte de solution, par exemple, qui doit connaître là quand même un spectrum assez large, Ouais. mais qui va pas nécessairement là profondément là dans chacun des technologies là. C'est un bon point que tu amènes, Mario Peggy. Vous avez mis des bons points parce que c'est sûr que moi, comme je dis, c'est sûr que le full stack, je pense que c'est un mot plus d'industrie, plus que d'autres choses. Je pense que quand on dit full stack, c'est-à-dire que tu connais, tu peux toucher ou tu peux faire la chaîne dans les deux côtés. Donc, tu peux faire soit du back-end, du front-end. Mais comme j'ai dit, quand on s'appelle full stack, moi, je peux dire que je suis un full stack, mais je préfère plus le back-end que le front-end, puis je suis meilleur dans le back-end que dans le front-end. Donc, c'est sûr que on peut faire la chaîne au complet, mais en général, on a une grosse préférence de qu'est-ce qu'on préfère, soit le front-end, soit le back-end. Puis en général, on va être, tu sais, comme moi je coach les gens, mais tu sais, je leur dis, toi, je trouve que tu es meilleur en front-end. Fait que pourquoi je continuerai à te donner des tâches back-end quand je sais que je peux t'améliorer toi ton expérience en te donnant des challenges plus techniques front-end versus si en back-end t'aimes pas ça, ben tu vas rusher plus. Puis il faut être réaliste aussi parce que tu sais, si on prend juste mettons du côté front-end, à un moment donné, tu vas maîtriser certains frameworks, mais tu ne pourras pas maîtriser tous les frameworks. Si tu sais faire du React, tu n'auras peut-être pas le temps d'apprendre à faire du Vue.js. Puis si tu fais du Vue.js, ben peut-être que React, tu sais ce que c'est de haut niveau, mais tu ne pourras jamais te présenter comme un programmeur React. De la même façon qu'à un moment donné, tu peux maîtriser ce que c'est du HTML, CSS, mais est-ce que demain matin, tu vas dire que tu es un spécialiste CSS pointu là, pour être capable de... Souvent, faut être conscient qu'il y a comme des spécialisations même dans les différents silos qu'on choisit. Donc,
Exactement. Faire. C'est comme moi, tu vois, comme j'ai dit un peu, puis ça que j'explique dans mon truc, ça revient au début, quand tu commences. Il y a beaucoup de jeunes qui vont commencer à toucher à plein de langages, mais à la fin, c'est que ils sont, comme Guy a dit, tu deviens un peu généraliste dans le langage. Tu connais pas exactement les points spécifiques. On vieillit, plus qu'on devient plus senior, les gens vont vouloir aller chercher cette expertise-là. Quand on te dit senior, c'est que t'as une connaissance approfondie d'un langage précis ou d'une plateforme précise. Donc, en gros, moi, je leur dis, c'est surtout, trouve-toi un langage qui est un peu plus un langage d'entreprise et puis connais-le au bout de tes doigts. Moi, j'ai choisi C# parce que c'est un langage que je trouve, c'est un beau langage, mais j'aurais pu aller en Java, j'aurais pu faire du C++, j'aurais pu faire peut-être même rester en PHP, faire du Go, tu sais, maintenant, j'aurais pu faire du Python, même du JavaScript ou TypeScript, là, je te dirais. Mais il faut vraiment qu'on se spécialise parce que à la fin de la journée, c'est ça qu'on recherche chez quelqu'un. On recherche quelqu'un qui est quand même spécialisé, qu'on peut lui donner des tâches sans lui avoir à expliquer tout le temps c'est quoi X ou Y. Donc ça, c'est important. Après ça, je leur dis, ben là, vous avez votre langage de base, mais après ça, pour pouvoir vous épanouir autour, vous avez besoin d'avoir accès à d'autres langages, de faire d'autres trucs. Par exemple, maintenant, on est très cross-platform. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, dans Windows, oui, maintenant, je sais que PowerShell s'est rendu cross-platform, mais de connaître PowerShell pour Windows, pour Mac, pour Linux, mais il y a encore des limitations. Donc, de connaître Bash, de connaître un Python, de connaître d'autres trucs pour pouvoir nous aider, pour pouvoir automatiser. Parce que, comme je le dis, la technologie, en fait, c'est un business enabler. Hein? On est là pour aider une industrie ou une business précise. Tout à fait. Donc, toi, ce que j'ai compris, c'est que tu recommanderais de maîtriser comme il faut un langage principal, donc de bien le maîtriser, et après ça, d'étendre ses tentacules avec un deuxième, un troisième langage, probablement des langages plus peut-être de scripting ou des choses comme ça. Exactement. Parce qu'on s'entend là, moi, j'en connais pas beaucoup des gens qui sont capables de connaître parfait au bout des doigts un langage et leur spécificité, puis ça c'est important. Par exemple, je dirais, est-ce que quelqu'un connaît par cœur et de connaître l'évolution de la plateforme du langage, par exemple, sur Java et C#, qui connaissent tout partout par cœur? J'en connais pas beaucoup. Tout à fait. Parce que c'est deux plateformes, absolument, tu choisis un ou l'autre, là. Donc, exactement. Parce que la plateforme évolue aussi, donc il faut que tu connaisses qu'est-ce qui sort, donc c'est ça que je dis un peu, d'être curieux, de voir qu'est-ce qui sort, de pouvoir de continuer à évoluer avec le langage, parce que le langage, il sort pas, puis il reste pas là à vie, là, il meurt pas là. Tu suggères aux gens de trouver leur voie au niveau technologique par la suite. Par la suite, c'est sûr, un peu, je leur dirais, mais après, ça vraiment en termes de personne, ok? Donc, c'est un peu comment t'agis autour de toi. Donc, c'est sûr que quand t'es là, à ce moment-là, tu as sauvé ton langage, tu sais un peu plus qu'est-ce que tu veux, dans quel silo tu veux aller. Mais là, c'est sûr que dans une équipe, tu vas avoir des missions à faire. Fait que moi, je te dirais, si je vois qu'un développeur ou un jeune a faim, il veut apprendre, il pose des bonnes questions, ben moi, je vais lui donner des missions un peu plus compliquées pour qu'il puisse se développer. Parce que c'est comme ça que moi, je me suis développé. Mes anciens patrons m'ont donné des missions quand même compliquées pour que je me casse la tête. C'est comme ça que tu arrives à pouvoir grandir. Parce qu'on s'entend, refaire des array lists à l'école, c'est pas ça qui vont te faire grandir, là. Donc, je leur dis vraiment de montrer qu'ils ont l'air intéressés à qu'est-ce qu'ils font. Donc, nous, ça nous donne un peu d'huile sur le feu. On met de l'huile dans le feu, on peut dire, pour leur donner vraiment plus de liberté, puis leur donner des missions un peu plus compliquées. C'est sûr, après ça, ben ça vient de leur demander pour du feedback. Donc, c'est sûr que en tant que personne, en tant que jeune développeur, oui, on donne des missions, mais demande-moi comment je suis. Est-ce que j'avance bien? Est-ce que je fais des trucs pas bons? Est-ce que c'est le temps, là, vous êtes en début de carrière, il faut absorber le plus possible, là. Parce que plus qu'on grandit dans notre carrière, plus que beaucoup de gens, ils ont vu des trucs, ils sont un peu plus fermés. Donc, est-ce que je régresse? Est-ce que je stall? Est-ce que je progresse? C'est toutes ces questions-là à avoir.
Souvent, Dominique, il y a des gens qui vont dire ouais, mais moi là, je me retrouve toujours avec les jobs un peu plates. Si on se réfère à il y a très longtemps, là, t'avais certains développeurs qui disaient ben moi je suis toujours pogné à faire la partie des rapports, qui était souvent vue comme partie de programmation un peu moins sexy, moins intéressante que faire les écrans principaux, des choses comme ça. Qu'est-ce que tu dirais à ces gens-là? Moi, je sais que j'aurais une suggestion à leur faire, mais je serais curieux de savoir, toi, qu'est-ce que tu leur suggérais? Moi, je leur dirais, c'est sûr, regarde, dans une job, il n'y a jamais rien de parfait. Il y a des trucs plates, mais même dans ma job présentement, il y a des trucs plates que je fais. Ok, ça fait partie de la job. Par contre, ces trucs plates-là vont te permettre d'aller ailleurs. Puis c'est sûr que éventuellement, il faut que tu aies une belle communication avec ton manager, tes leads, parce que c'est sûr que si on te donne tout le temps ça, ben, puis toi, ça te tente pas, ben peut-être il y a quelque chose qu'il faudrait que tu discutes avec eux. Parce que moi, je pense que c'est toujours, on devrait toujours avoir un team play. J'en fais un peu, t'en fais un peu, on passe la POC à tout le monde en fait, tout le monde au moins, comment je pourrais dire, le pain est distribué dans l'équipe. Donc tout le monde connaît c'est quoi. Fait que, mais donner à quelqu'un toujours les mêmes trucs, ça peut peut-être des fois faire réaliser de posez-vous les bonnes questions. Si on te donne toujours ça, est-ce que c'est parce que on pense que t'es pas bon dans le reste? Donc, demande du feedback, aie une bonne ligne de communication avec ton manager, ou c'est parce qu'il y a vraiment un gros manque, ou c'est quoi le backstop de ça, on peut dire? Ouais, moi je leur dis, regardez pas pour le prochain mois, là. Regardez pour les 12 prochains mois, la prochaine année. Si sur la prochaine année, tout ce qu'on va te donner là, c'est des choses qui sont pas importantes. Ben, comme tu dis, Dominique, faut réagir, faut penser. Est-ce qu'on est dans un coin? Est-ce qu'on s'est peinturé dans un coin? Est-ce que c'est nous autres? Est-ce que c'est l'entreprise? C'est tout ça? Parce que, regarde, sur un an, là, c'est normal que pendant 3 mois, là, peut-être je fais des travaux qui sont moins intéressants. Mais moi, je recommanderais aussi aux gens qui se retrouvent un peu dans ces situations-là, restez à l'affût de nouvelles façons de faire. Je vais donner un exemple. Imaginons que j'ai du code très répétitif à faire, c'est un peu plate. Mais si je regarde, par exemple, les générations de code, est-ce que je pourrais utiliser la génération de code pour, justement, faire ce travail-là plate beaucoup plus rapidement, en même temps apprendre des nouvelles techniques de programmation, parce que générer du code, c'est pas comme coder, là, faut utiliser des gabarits, des templates, ces choses-là. Donc ça, c'est un exemple. S'il y a une partie vraiment qui est toujours répétitive et plate, ben, tu moyen d'automatiser cette partie-là pour que, justement, on me la donne plus ou que j'avais plus besoin de la faire parce qu'elle va disparaître. Là, je pense à toutes les... Mario, en plus, t'ajoutes de la valeur. Oui. À ton travail, puis t'ajoutes de la valeur dans l'entreprise aussi, parce que t'introduis des nouvelles techniques, t'introduis peut-être des techniques qui vont faire sauver de l'argent à l'entreprise. Dominique, je regardais tes blog posts, puis je sais que tu écrivais dernièrement comment tu utilisais PowerShell DSC pour justement être en mesure de pouvoir générer des machines virtuelles ou des choses comme ça, donc de scripter des... et vois-tu, ça c'est un exemple là, tu sais, il y a PowerShell, mais PowerShell DSC, c'est que tu passes à une autre étape, tu utilises encore plus les capacités de code en tant coder son infrastructure pour enlever des tâches répétitives. Parce que j'imagine, toi, tu t'intéressais à ça parce que tu t'es dit, c'est pas vrai, là, que m'a passé ma vie à provisionner des machines virtuelles, là. C'est sûr. Est-ce que je me trompe ou oui, en même temps, c'est sûr, mais en même temps, je dirais, c'est surtout pour aider, avoir, parce qu'il y a beaucoup de trucs qui sont répétitifs. C'est sûr qu'il y a des environnements qu'on fait beaucoup, par exemple, qu'on va automatiser souvent, puis c'est toujours les mêmes trucs. Par exemple, on sait, moi, je travaillais avant, il y avait quelque chose que je me suis dit, pourquoi il y a des gens, des sysadmins qui perdent leur temps sur des trucs banals, par exemple, de se loguer sur une machine virtuelle puis d'installer SQL Server. Mm-hmm. Pourquoi moi, en tant que personne ou de manager, je disais, ce gars-là, on le paye à X, mais il est beaucoup mieux dans d'autres trucs qui sont plus prioritaires pour l'entreprise, mais pourquoi je le paye à faire des trucs qui sont répétitifs tout le temps, qui prennent beaucoup de temps? Donc,
comme tu as dit, c'est super un bon point de pouvoir automatiser des trucs pour pouvoir faire gagner à l'entreprise du throughput. Puis en même temps, en même temps, tu découvres d'autres trucs qui peuvent t'aider dans d'autres situations. Puis dans certains cas, si on est curieux, là, on peut se rendre compte que, regardons ça, dans notre entreprise, on a, mettons, un défi où est-ce que là, justement, j'utiliserais des techniques d'intelligence artificielle ou en tout cas ou des services que par exemple, Microsoft offre avec Azure. Par exemple, que ce soit de la reconnaissance d'image ou de texte. Puis là, tu es capable de pouvoir peut-être convaincre les gens dans ton équipe de dire « Hey, on va utiliser cette affaire-là. » Et parce que tu étais celui qui a initié, il y a des chances que ce soit toi qui hérite aussi de diriger cette partie-là. Là. Donc, faut faire sa chance. C'est super marrant que tu amènes ce point-là parce que ça revient à un point que je dis, c'est d'être curieux. Il faut que les gens, à la fin de la journée, comme je disais, c'est que la technologie, c'est un business enabler, c'est que d'aller parler à des gens dans la compagnie pour savoir les priorités de la compagnie, les objectifs, les engagements, d'être curieux, d'aller voir c'est quoi les objectifs des managers en haut, c'est quoi les objectifs de leur boss à eux, puis comment ça peut aider à améliorer certains trucs. Donc, comme tu as dit, les AI, c'est une belle façon. Si, par exemple, il y a quelque chose qui peut améliorer l'entreprise puis avoir une valeur ajoutée, mais c'est super. Et tu viens de mentionner des points super importants. Je vais revenir là-dessus, là. Connaître la mission d'entreprise, c'est comme primordial. Là, tu travailles pour une shop, pour une entreprise. Faut que tu saches c'est quoi sa mission. C'est que tout le temps une espèce de moto de grande mission là qui est déterminée par la direction. C'est important de connaître ça. Tu mentionnais les objectifs de nos gestionnaires. Mais là, si tu connais pas l'objectif de tes gestionnaires, comment tu peux les aider? C'est l'information qui va pouvoir être utile dans ton travail. Des fois, ça arrive qu'il y a quelque chose que la compagnie utilise, mais que c'est pas stratégique, c'est juste tactique. Là. On va se faire une petite solution. Puis là, si tu comprends pas que c'est tactique, donc la compagnie elle veut pas investir beaucoup là-dedans, elle arrive pas en disant là, je vais faire une super architecture parce que t'as pas compris que c'est un produit tactique. Donc, faut vraiment que dans ce temps-là, c'est vite, pas cher, parce que ça va être quasiment du jetable dans un an ou deux. Contrairement à d'autres éléments que les autres peuvent être stratégiques. Et là, d'arriver avec des solutions vite, pas chères, là, tu fais fausse route, là, donc, il faut être capable de saisir un peu sur les contextes d'affaires de où on travaille. C'est très, très un bon point, Mario, parce que c'est ça, comme je disais, à la fin de la journée, là, je veux dire, qu'est-ce que tu viens de dire? Vite et jetable, c'est correct, parce qu'à la fin de la journée, il y a beaucoup de développeurs qui ne voient pas le big picture. Ce que je veux dire par ça, c'est que ton salaire, là, il faut qu'il soit payé d'une façon ou d'une autre. Fait que si l'entreprise, tu dis, tu as une grosse architecture qui prend 6 ans à sortir, puis tu n'as pas de clients, comment tu veux que l'entreprise te paye? Donc, il faut quand même que tu puisses il faut que l'entreprise puisse peut rayonner sur le marché, puisse aller chercher une part de marché pour qu'il puisse aller financer ton salaire et tes objectifs personnels et d'entreprise. Ce que tu dis est vrai. Dans un monde parfait, si on était capable de faire l'équation directe entre voici ce que j'ai amené comme argent dans la compagnie, imaginons si par année, tu serais capable de démontrer, regarde, moi, je génère 300 000 de profit, tu serais peut-être beaucoup plus aisé que justifier d'avoir un salaire annuel de 200 000 $ par année, parce que gardez moins, parce que vous allez quand même continuer à faire 100 000 $ dans vos poches. Ouais, c'est difficile à quantifier. Oui, c'est ça. Ça serait simple que ça. Mais un exemple, les amis, en passant. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est souvent les gens se disent posez-vous la question comment vous pouvez augmenter la valeur de ce que vous faites, d'un, et surtout la valeur perçue de ce que vous faites. Après ça, ça va être beaucoup plus facile lorsque vous allez avoir vos discussions au niveau de augmentation salariale et tout, de pouvoir peut-être être capable d'expliquer pourquoi vous valez plus. Puis souvent, malheureusement, dans le monde, en tout cas le monde dans lequel on vit, la façon d'avoir une augmentation de salaire, souvent, c'est de changer de job. C'est correct aussi, c'est très correct que ça dit. Mais c'est malheureux parce que les compagnies souvent ont des règles genre non, pas plus que 5% ou 10% d'augmentation. Puis quand tu es un jeune,
ben c'est pas vrai qu'il faut tailler 5% d'augmentation à tous les ans. Tu vas finir à 50 000 $ par année. Ça n'a pas d'allure. Ben, Donc, tu vois, c'est bon. Ça, c'est un point que j'aurais peut-être rajouté aussi, le côté salarial dans mon post, parce que je pense que c'est important aussi. Il y a beaucoup de développeurs juniors qui se font un peu interloupés par les belles paroles des managers. Puis, mais il faut faire attention aussi que des fois, ils se comparent beaucoup à leurs amis. Puis ah ouais, mon ami, il fait X dans une compagnie, mais c'est pas parce que c'est pas sur quoi ils travaillent. Peut-être qu'eux, ils payaient plus parce que cette compagnie-là travaille sur des systèmes legacy. Leur système, ils ont fait leurs preuves, ils sont capables de te payer ce salaire-là. Mais il faut quand tu travailles dans du cutting edge, un peu plus cutting edge, ben, comme tu as dit, du jetable, des fois, les compagnies sont pas capables de te payer autant dans le style startup. Donc, il faut ici faire la part des choses. Hein. Ben, tu dirais quoi à ce moment-là par rapport à tout ce qui est plan de carrière, croissance? Ben, c'est sûr que des fois, je te dirais, c'est bien d'aller voir, de connaître le marché. Je pense il faut quand même s'intéresser au marché. Il faut pas être dans une bulle et dire, moi, XY. Parce que demain, là, il peut arriver quelque chose, puis tu peux perdre ta job. Donc, c'est sûr que il faut que tu saches un peu, moi, à date d'aujourd'hui, qu'est-ce que je vaux, qu'est-ce que je pourrais valoir ailleurs. Parce que j'en connais des gens, là, que l'entreprise, ils savent que c'est plus difficile pour eux d'aller chercher certaines ressources. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont surpayer le jeune. Je donne un exemple. Un jeune qui a 3 ans d'expérience, OK, ils savent que cette personne-là, ben, il travaille sur des legacy systems, c'est plus difficile d'aller chercher de l'expérience. Ils vont le payer 100 000 par année. Mm-hmm. On s'entend que quand tu as 3 ans d'expérience dans le marché, faire 100 000, c'est super, c'est dire, mais c'est pas la juste valeur réelle. Ouais. Donc, demain matin, il t'arrive qu'il y a un petit pépin, l'entreprise, je sais pas, il y aurait quelque chose, ou on te laisse aller, ou etc. Ben, peut-être que ton 100 000 va plus devenir un 75. Ben là, il faut que tu réalises que si tu avais un train de vie à 100 000, ben là, donc c'est un peu, ça faut faire attention aussi, puis ça, je dis aux gens de faire attention, de toujours être à l'affût du marché, de pas l'utiliser comme une arme à son employeur. Je pense que ça, c'est malsain, mais de quand même être au courant. Si l'employeur devrait être, lui aussi, est quand même au courant de ce qui se passe, hein. Parce qu'il est toujours à l'affût de nouvelles ressources, c'est sûr, parce que son produit va bien, il recrute. Donc, je crois qu'il lui aussi connaît un peu les attentes du marché. Donc de faire attention sur ce cas-là. Je sais que les jeunes, beaucoup, au départ, quand ils sortent, ben, ils vont en informatique, beaucoup, ils voient qu'on peut faire beaucoup d'argent, mais il faut faire attention aussi parce que c'est un couteau à double tranchant. Puis c'est là que le point que je dis, c'est de rester humble. Hein. Si tu restes pas humble, ben c'est sûr que là, ça se peut que tu vas te retrouver rapidement devant un mur, puis tu vas trouver ça difficile de pouvoir évoluer. Tout à fait. Guy, je vais te prendre à partie un peu. Dans les derniers 6 mois, j'ai remarqué que tu as passé quoi, 4 ou 5 nouvelles certifications, tout autour du cloud, même avec des technologies qu'on serait pas porté à penser que tu aurais d'intérêt. Je pense cloud de Google, cloud d'Amazon. Et parce que je vais amener le sujet de apprentissage continu. Parce que, écoute, t'as des cheveux blancs comme moi, Guy, c'est pas la première fois que tu vas te certifier, puis tu le refais encore, là. Tu sais, t'es dépassé à 50, tu continues à te certifier. Donc, pourquoi tu fais ça? Parce que l'industrie te le demande ou c'est parce que c'est la façon de démontrer? En fait, c'est un bon point. Au début des années 2000, dans ce coin-là, j'ai passé plein de certifications, puis par la suite, j'ai comme laissé un petit peu tomber. Là. Les certifications avaient moins bonne réputation. Là. Maintenant, les certifications ont comme un peu repris un peu du poil de la bête, comme je pourrais dire. Puis les examens, comment on passe aussi des examens, ça a changé. Maintenant, c'est plus hands-on. De sorte que il y a plus de valeur maintenant. En fait, les certifications ont repris la valeur qui avait perdu. Puis dans mon cas, c'est tout simplement des clients en tant que formateur qui me disaient est-ce que tu es certifié, des choses comme ça. Puis pour moi, ça a été
je dirais pas un argument de vente, mais juste pour prouver là, mes connaissances. Donc, c'est une façon formelle de démontrer, dans ton cas, toi, que tu maîtrisais le cloud, là. Donc, oui, absolument. Puis en plus, quand tu passes les examens de certification, ben ça te force à élargir un petit peu ton champ, ton champ d'expertise, là, puis d'aller un petit peu plus loin. C'est comme Dominique quand Dominique mentionnait, ben pourquoi pas apprendre un deuxième, un troisième langage. C'est tout simplement ça. Dominique, toi, est-ce que t'as pris un chemin d'aller chercher des certifications ou t'es plus pris un chemin avec des projets? Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes, eux autres, qui vont plus prendre l'approche en disant, regarde, moi, j'ai un compte GitHub, je participe à un paquet de projets open source, c'est comme ça que je démontre ma compétence. Ça aussi, c'est un chemin possible. Oui, en effet, j'ai commencé mes certifications sur Azure tranquillement, puis ben c'est sûr que bon avec mes jobs, le temps que ça prend aussi, je pense que Guy peut le dire, ça prend quand même du temps de pouvoir se certifier parce qu'il faut quand même connaître, il faut quand même étudier aussi, il y a de l'étude. Donc moi je dirais, j'ai mis ça un peu plus sur pause pour me focuser sur d'autres trucs. Puis comme je dis, moi j'ai vraiment focusé un peu plus sur le open source. J'ai quelques librairies open source que je maintiens. Puis j'essaie d'aider aussi, pas nécessairement peut-être en code, mais même aussi en termes de documentation. La doc, c'est super important aussi, c'est parce qu'on code qu'il faut faire du code à tout prix. Du code vient avec une documentation de comment l'utiliser. Donc, c'est sûr que s'il y a des erreurs, moi, j'essaie aussi d'aider en termes de documentation pour aider le prochain. Parce que si moi, j'ai des problèmes, mais je veux que le prochain ait une aisance, on peut dire, parce que ça va juste aider la communauté. Donc, c'est sûr. C'est pour ça, mettons que imaginons quelqu'un qui dit, regarde, moi, là, je veux devenir pro avec Vue.js. Moi, c'est le front-end qui m'intéresse. Ben, il y a plein de projets open source autour de Vue.js. Embarque dans certains. Comme ça, tu vas démontrer, premièrement, ta maîtrise. Tu vas même te faire un réseau qui va peut-être t'aider à trouver d'autres emplois ou avoir une progression dans ta carrière. C'est-à-dire que les chemins pour avoir un cheminement de carrière, ils sont vastes, sont beaucoup plus ouverts aujourd'hui en 2021 que ça pouvait être en 1990. C'est-à-dire que l'Internet est là, les projets open source sont là, donc... Sauf qu'on peut pas tout faire. Non. Hein? Non. Ça, c'est quand tu parlais tantôt, Dominique, de rester humble, ben c'est un petit peu ça. Là. Si on essaie de tout faire, ben là, on n'aura pas de temps libre, on verra pas sa famille, on n'aura pas de vie, là, tout simplement. Là. Donc, faut. C'est ça que je dis de rester dans de trouver une passion quelque chose, mais de rester dans une voie où est-ce que tu peux quand même faire les deux, concilier travail, famille, on peut dire. Puis je pense que on est chanceux, on est en informatique, quand il y a beaucoup d'emplois présentement, que la conciliation famille-travail en informatique, c'est vraiment facile parce que on peut partir à des heures différentes, on peut faire ça. Donc, on est chanceux dans ce contexte-là. Donc, Puis, il faut aussi à un moment donné savoir ce qu'on veut. Moi, j'ai connu des programmeurs qui travaillaient en COBOL sur mainframe. Puis là, tu te dis, ouais, COBOL, mainframe, c'est pas la dernière technologie. Mais bon, tu sais, ils ont 55 ans, ils savent qu'il leur reste une dizaine d'années et que en tout cas, cette technologie-là va être encore là, même étant... ils ont un bon salaire justement pour le critère que tu parlais un peu plus tôt, c'est-à-dire que l'employeur est conscient qu'il faut pas qu'il se débarrasse d'eux autres parce que donc là ils se disent ben regarde, moi ma fin de carrière va être avec du COBOL et à ce moment-là ils maîtrisent un créneau, un silo particulier qui leur donne une valeur ajoutée parce que c'est ça le but, hein, c'est qu'il faut que tu différencies, il faut que tu aies une valeur sur le marché dans quelque chose que autant que possible que t'aimes. Si t'haïs ça, ta job, ben là, pose-toi des questions. Mais si t'aimes ça, tu te lèves le matin de bonne humeur. Non, mais c'est vrai. Puis c'est ça. Puis comme je dis aussi, là, on est chanceux. C'est sûr qu'on travaille, il y en a beaucoup qui travaillent de la maison, travaillent de la maison avec la COVID. Mais j'imagine que la COVID, j'espère que la COVID va pouvoir terminer un jour. Les gens vont recommencer à faire du commuting, donc à aller vers soit le centre-ville ou à leur emploi. Là, on est chanceux, on a beaucoup plus de bébelles ou de gadgets pour nous garder à jour. Donc, on a des gros téléphones avec des gros écrans, des tablettes. Téléchargez-vous des vidéos, des YouTube préenregistrés. Allez sur des plateformes comme Pluralsight pour pouvoir juste
écoutez 30 minutes pendant que vous êtes dans l'autobus pour aller chez vous. Écoutez des podcasts comme on fait. Écoutez des trucs pour juste vous garder un peu up-to-date. Ça fait juste que, pas nécessairement que vous allez être numéro 1 demain, mais au moins vous êtes à l'affût de qu'est-ce qui se passe, puis au moins vous êtes quand on pose des questions, mais ça peut même vous aider à aller gruger ou aller chercher un peu plus votre expertise dans des trucs que vous ne savez pas qui existent. Puis comme j'ai dit, c'est peut-être des trucs ou des vidéos que vous allez regarder ou des blog posts ou etc. que vous connaissez environ 90, 85, 90% du contenu, mais c'est toujours, je me dis toujours, il y a toujours un 5%, un 2%. Si tu as appris un petit quelque chose de nouveau, ça a fait la différence. Ben surtout, ça se peut que tu regardes une vidéo, une série de vidéos là sur Pluralsight par exemple. À ce moment-ci, puis oups, dans 3, 4, 5 mois, il y a un nouveau projet, puis tu te souviens que ouais, cette technologie-là ou cette bébelle-là, ce service cloud-là serait peut-être intéressant, puis tu fais juste se souvenir que ouais, ça pourrait fonctionner, puis là tu retournes pour approfondir un petit peu ce que tu avais appris. Fait que des fois c'est juste comme d'être curieux, puis tu sais, au lieu de maintenant, on n'achète plus de livres réellement parce que tout va tellement vite, ou il n'y a plus de magazines d'informatique en tant que tel parce que tout va tellement vite, mais c'est juste d'être curieux, puis même si tu retiens pas tout, c'est juste pour ta connaissance personnelle. Là. Puis pas forcément besoin de sortir son portefeuille. Les fameux canaux YouTube, je pense entre autres là, un des channels que maintient Scott Hanselman, qui est à propos de tout ce qu'on nous a pas appris à l'école ou que vous auriez dû apprendre à l'école, un canal fantastique parce qu'il va donner les rudiments de base pour comprendre la réseautique, les rudiments de base pour comprendre qu'est-ce qui se passe quand il y a une requête HTTP, puis bon, avec son talent de communicateur et de vulgarisateur, ça devient une bonne façon de se former puis d'apprendre des choses. Donc, ce type de canal-là, YouTube, tu fais juste t'enregistrer, puis tu n'as pas besoin de payer à toi et moi. Tu fais juste... Le coût, c'est plus d'avoir du temps, de la disponibilité. Ouais. Hey, la communication, c'est un point important. Dominique, est-ce que tu en parles un petit peu à tes juniors? C'est sûr que tout dépendamment de qu'est-ce qu'ils veulent faire. Oui, c'est sûr, mais c'est sûr que c'est aussi une question de personnalité. Hein. C'est pas tout le monde. Moi, j'ai déjà côtoyé des développeurs où est-ce que eux, ils étaient pas très, très vocaux, on peut dire. Mais c'est sûr que je leur dis ou j'essaie de les coacher pour dire, regarde, si tu veux avancer, mais il faut qu'on te comprenne. Puis c'est sûr que je serai pas toujours là pour t'épauler dans ta carrière. Peut-être moi, je te comprends parce que je comprends ta dynamique, mais essaie quand même de pouvoir, de faire un petit effort. Je dirais pas il y a beaucoup des fois c'est difficile, mais l'effort peut être aussi juste en termes de texte. Hein. Je veux dire, regarde, moi je suis pas très 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 vocaux, mais je suis capable de bien organiser des trucs sur papier. Parfait, on peut faire ça, tu vois. Donc il y a une voie pour tous dans ça. Puis qu'est-ce que j'aimerais aussi rajouter, c'est sûr que un gros point que je dis souvent, puis ça je vais le dire en anglais, mais it's not all about what you know, it's who you know. Le networking aussi, c'est important de connaître de sortir de sa zone, d'aller connaître des gens. Par exemple, d'aller dans les meet-ups style MSDev Montréal, des trucs comme ça, pour pouvoir aller rencontrer d'autres gens, puis de connaître c'est quoi sur quoi ils travaillent, leurs défis, leurs trucs comme ça, pour pouvoir ramener ça aussi, non seulement dans tes projets personnels, dans l'entreprise, pour voir, il y a quelqu'un que j'ai discuté dans un meet-up qui avait un problème similaire au nôtre, telle affaire, puis s'il y a un problème similaire, ben, t'as le contact de la personne, vous commencez à jaser, à discuter, il y a un lien de confiance, il y a un lien d'amis qui commence à se créer, puis après ça, ben, si jamais lui ou toi t'arrive un pépin ou vice-versa, ben, peut-être que vous allez pouvoir vous référer, vous allez pouvoir vous continuer à évoluer comme ça. Donc, ça c'est vraiment un point important aussi.
Ben, ça fait partie un peu des soft skills, c'est-à-dire, je sais pas s'il y a un terme français pour soft skills. Les aptitudes humaines? Aptitudes humaines? Ouais, les aptitudes humaines, c'est-à-dire, en tant qu'informaticien, on est des bêtes un petit peu étranges là, qui sont devant notre ordinateur. On est bien là quand on tape là, puis Dans la zone, comme on dit, hein. ouais, on est dans notre zone là, puis tu sais quand on doit parler devant du monde ou rencontrer des gens, souvent c'est plus difficile, mais souvent ces qualités humaines-là sont super importantes, que ce soit juste pour faire une présentation devant nos pairs, notre équipe, ou même on va devoir faire des présentations à un moment donné devant des gestionnaires. C'est important que lorsque ça va arriver, que ce soit pas la première présentation que vous allez faire. Donc, que vous ayez un petit peu testé le terrain avant, soit faire des présentations à votre équipe, faire des lunch and learn, des choses comme ça. C'est des qualités humaines là, qui vont être très importantes dans toute la carrière. C'est un super bon point, Guy. Puis ça, je dis un peu aussi, c'est que si tu voulais développer vos soft skills, moi, je dirais, parlez à vos leads, parlez un peu à votre manager. Dites, hey, regarde, j'ai fait un nouveau truc. Est-ce que tu penses que je pourrais le présenter à l'équipe? Faites une petite présentation PowerPoint. Pratiquez-vous. Demandez du feedback, comme j'ai dit. Est-ce que j'ai bien expliqué? Est-ce que c'était clair? Qu'est-ce que j'aurais pu améliorer? Restez humble. Comme ça, c'est comme ça que vous allez pouvoir tranquillement développer vos skills et vos repères. Mm-hmm. Dominique, tu terminais ton blog post en disant, en recommandant aux gens d'être courageux. Et moi, j'aimerais qu'on prenne quelques minutes pour parler de ce que tu entendais par être courageux. Simplement parce que ma recommandation serait différente de la tienne, mais ce que tu dis est peut-être la bonne façon de le formuler, mais je vais te laisser la chance de pouvoir t'expliquer un peu, puis je t'amènerai mon contre-argument ou mon... comme j'ai dit au départ, c'est sûr que encore une fois, c'est mes opinions. Hein? Non, c'est sûr que c'est pas tout le monde, mais puis c'est bien qu'on puisse avoir une discussion entre nous parce que ça fait évoluer la pratique. C'est comme ça qu'on peut évaluer évoluer notre pratique. Quand je dis d'être courageux, je te dirais vraiment, c'est de prendre des chances des fois. Tu sais, même si tu penses que des fois c'est comme c'est peut-être pas la bonne truc, mais de pas avoir peur. Il faut que on puisse évoluer dans un environnement où est-ce que on a comme on dit en anglais, un psychological safety. Donc on puisse être dans un environnement où on peut faire des erreurs sans qu'on soit pénalisé, qu'on nous traite dessus avec un marteau. De vraiment essayer des approches. Si par exemple, tu as parlé à ton manager d'une façon, ça n'a pas marché, mais essaie d'une autre façon. Tu sais, continue pas de la même façon quand tu sais que ça marche pas. Essaie des trucs, sois courageux. Même si des fois, il faut que tu sortes de ta zone de confort. Ben, c'est correct, parce que toi aussi, tu vas aussi grandir, tu vas évoluer de cette façon-là. Donc, je suis très heureux de t'entendre parce que finalement, j'ai plus de contre-argument parce que moi, ce que je m'en allais dire, c'est que j'aurais probablement terminé en disant n'ayez pas peur d'échouer ou n'ayez pas peur de faire des erreurs. Mais à écouter ce que tu dis, essentiellement, c'est la même façon que tu le formulais, toi, en disant soyez courageux, ce qui est vrai, effectivement. Mais c'est ça, donc l'échec n'est pas un échec, c'est-à-dire qu'essayer de quoi puis pas réussir, c'est souvent la meilleure façon d'apprendre. Oui, tu sais, je veux dire, comme on blague, comme on dit, on l'a tous déjà fait en prod, là, delete from table sans mettre le where, là. C'est déjà arrivé, là. Mais moi, je me croise les doigts, là, ça m'est pas encore arrivé. Faire des fautes, des trucs comme ça, mais ça arrive, mais comme je dis, c'est juste que c'est correct, c'est comme ça qu'on apprend, parce que moi, j'ai toujours dit, puis c'est quelque chose qu'on m'a déjà dit dans le passé, c'est un gestionnaire qui m'a dit ça. J'ai dit, si tu ne travailles pas, si tu fais pas d'erreur. Mm-hmm. Si tu n'essayes rien, c'est sûr que tu seras jamais... D'ailleurs, c'est un peu malheureux parce qu'il y a des fois des gens qui sont un peu dans ce mode-là. Je veux être sûr de jamais me faire réprimander, donc je sais rien, mais il n'y a pas de travail qui se fait non plus. Non, puis à un moment donné, mais ça revient à ce qu'on disait un peu précédemment, c'est que là, tu vas
peinturé dans un coin, tu vas rester là, puis tu vas jamais évoluer, puis après ça, ben, à un moment donné, c'est ça, tu vas rester très carré, puis merci, bonsoir. Courageux, j'aime ça, parce que on peut le prendre quand même assez large. Aujourd'hui, là, je vais prendre le courage d'aller voir l'architecte là de mon groupe là pour qu'il je vais lui demander s'il peut pas m'accorder là une demi-heure là pour qu'il m'explique là cette technique là qu'il utilise puis que je comprends pas. J'aimerais ça approfondir un petit peu. Ça pourrait être je vais prendre le courage d'aller voir mon gestionnaire pour lui parler d'un problème ou pour lui demander du feedback. Ça peut être aussi le courage d'aller voir le lead de l'équipe et dire j'aimerais ça que tu fasses la revue de mon code aujourd'hui. J'aimerais ça que que tu m'aides là à ce niveau-là. Ou ça peut être tout simplement dire ben je suis pris d'un coin là, je lève la main là vite, je prends le courage d'avoir de l'air fou devant mes collègues, mais non, ça marche pas mon affaire là. Fait que le courage, ça peut être aussi bête que de faire un petit pas en avant. C'est drôle que tu dis ça, Guy, parce que on a déjà dit en termes de développeurs que des fois, les développeurs juniors ont un peu cette peur d'aller voir les architectes parce qu'on dirait qu'ils les dérangent, on dirait qu'ils ont l'air stupides devant eux. Mais non, on est où est-ce qu'on est parce qu'on a été à votre place il y a des années. Donc, c'est important de pas avoir peur et poser les questions, de faire ci, de faire ça, c'est un super bon point. Donc, le courage d'indiquer qu'on sait pas quelque chose. Ben, c'est comme ça qu'on va. Non, puis comme ça, je dis, moi, il y a une question d'entrevue que j'aime bien dire à des seniors, c'est comment tu réagis si un junior te fait des commentaires sur un pull request? Comment tu réagis? Puis là, tu peux voir la personne comment elle est. Il y en a certaines personnes dans l'industrie qui n'aiment pas ça se faire réprimander par un junior parce que le junior ne connaît rien. Donc, ça veut pas dire que c'est un junior il est stupide, là. C'est-à-dire que des fois, il y a des trucs que t'as pas vus, des trucs que des fois qui vont te faire réaliser des trucs. C'est une discussion que tu as aussi avec eux. Puis en même temps, ils comprennent un peu ta façon de travailler, ta façon de penser. Parce que pour eux, ça va les aider plus tard dans leur carrière de voir, ah ouais, je me rappelle de cet architecte-là ou de tel lead, il a fait un impact pour moi dans ma carrière. Je pense que c'est l'impact, c'est vraiment ça qui est important. C'est à la fin, on va être oublié, qu'on va on prend notre retraite, mais c'est l'impact qu'on va avoir fait en dessous qui va rester. Tout à fait. Écoute, Dominique, on te remercie beaucoup. Je pense merci à vous, c'est une super expérience. Ouais, ça a été super intéressant. En fait, on va mettre le lien de ton blog sur la page du podcast pour que les gens puissent s'y référer. Puis, ben nous, on va souhaiter bonne programmation à nos auditeurs parce que c'est bien le fun des podcasts, mais il faut quand même continuer à livrer, à sortir du code, comme on dit. Puis, on va vous revoir le mois prochain, au mois d'avril. À la prochaine. À la prochaine, tout le monde. Merci beaucoup. Bye bye.